Bienvenue pour cette nouvelle analyse de la situation politique et économique en France. Fin août 2025, et la tension est toujours aussi palpable, hein, Evelyne. Effectivement, on est en plein cœur d'une séquence politique majeure. Oui, avec ce gouvernement Bayrou qui joue très gros, le vote de confiance est fixé au 8 septembre, juste après la présentation de son fameux projet de loi de finances pour 2026. On en avait déjà parlé, souvenez-vous, de l'annonce de ce budget et des premières réactions. Aujourd'hui, on va faire un focus plus précis. On a appelé ça MD10. Ah oui, petit clin d'œil sympa. Voilà, un clin d'œil pour les amateurs de poursuites sur la cannabière. On se concentre sur la période mi-août, début septembre. L'objectif, décortiquer la vague de réactions après la conférence de presse de François Bayrou, celle du 25 août. Une conférence de presse qui a marqué les esprits, c'est clair. Ah ça oui, il n'a pas fait dans la dentelle. Urgence nationale. Le tableau financier qu'il a décrit, c'est Sombre. une dette publique annoncée à 300-400 milliards d'euros. Et la charge de cette dette qui, selon lui, approcherait les 100 milliards par an. C'est un chiffre énorme. Pour donner un ordre de grandeur, c'est plus que le budget de l'éducation nationale. Exactement. Donc l'enjeu est colossal, la crédibilité du plan, bien sûr, et puis sa survie politique, tout simplement. Alors, comment tout ça a été reçu? Commençons par le politique. D'accord. Cette onde de choc du 25 août, cette dramaturgie, comment les partis ont réagi? La réaction a été immédiate et plutôt unanime contre le gouvernement, en fait. On a vu se dessiner très vite un front de l'opposition assez large. Ah oui, Oui, ça va de la France insoumise jusqu'au Rassemblement national, en incluant les socialistes, bien sûr. L'objectif qui semble faire consensus, tactiquement en tout cas, c'est clair, hein, faire tomber Bayrou. donc un front uni sur l'objectif. Mais sur le fond, les critiques sont les mêmes partout? J'imagine que non. Non, pas tout à fait. À gauche, la critique est vraiment axée sur le social. Philippe Brune, le député socialiste, par exemple, il a parlé d'un budget d'austérité sociale. Pour lui, c'est inacceptable, profondément injuste et même inefficace économiquement. Mhm. L'argument principal, c'est que l'effort pèse trop sur les classes populaires, les classes moyennes et sur les services publics. Et on met ça en regard des fameux 200 milliards d'aides publiques diverses aux entreprises chaque année. Ça passe mal. Et du côté centre et droite? Là, c'est un peu différent. Il y a une reconnaissance, assez générale d'ailleurs, que oui, la situation des finances publiques est grave. Le diagnostic n'est pas vraiment contesté. D'accord. Par contre, ce qui domine, c'est le constat d'une, comment dire, d'une impasse politique. C'est le mot qui revient. Sans majorité stable à l'Assemblée, comment un tel budget pourrait passer? C'est la question que tout le monde se pose. Et c'est là qu'intervient la manœuvre de Bayrou, ce vote de confiance le 8 septembre, avant même le débat sur le budget. C'est une façon de mettre la pression, non? C'est exactement ça. Une tactique pour forcer la clarification, pour obliger chaque député à dire « Ok, est-ce que je suis d'accord que la situation est grave ?» Il essaie d'inverser la charge de la preuve, si vous voulez. La maison brûle, en gros. Voilà, si vous refusez la confiance, c'est vous qui prenez la responsabilité de la crise politique qui suivra. C'est assez habile, mais Mais ça doit coincer chez les députés, j'imagine. ah oui, ça passe très mal. Beaucoup parlent de chantage, l'expression pistolet sur la tempe est revenue souvent. Ah oui, quand même. Du coup, franchement, peu d'observateurs donnent cher de la peau du gouvernement sur ce vote. Ce qui fait que l'hypothèse d'une dissolution, elle est dans toutes les têtes. Malgré le soutien total de l'Élysée? Oui, mais un soutien total assorti d'un appel très appuyé à la responsabilité des parlementaires, donc un soutien, disons, conditionnel. Situation politique explosive, donc. Voyons maintenant du côté des acteurs économiques, des experts. Ce diagnostic alarmiste, il est partagé. Et les solutions, elles convainquent? Alors, chez les organisations patronales, prenons la CPME par exemple, la Confédération des petites et moyennes entreprises, là, le constat financier de Bayrou, il est validé. Ils disent même catastrophique, mais malheureusement exact. Donc sur le diagnostic, ok. Mais, hein? Il y a un mais. Ah oui, un gros mais. C'est sur les remèdes que ça coince vraiment. Le plan est jugé beaucoup trop vague, surtout sur la réforme de l'État qu'il juge essentielle. Et puis, il refuse le simple discours de rigueur. Qu'est-ce qu'ils veulent alors? Il réclame un discours de production, d'investissement et de prospérité. L'argument clé, martelé aussi par le MEDEF, c'est pas de redressement possible sans croissance. C'est ça leur leitmotiv. Donc pour eux, il ne faut pas juste couper, il faut surtout investir pour relancer la machine. Exactement. Priorité à l'investissement pour les défis technologiques, écologiques. Et évidemment, ils demandent toujours moins de taxes, moins de normes, le package habituel pour libérer la croissance selon eux. Contraste intéressant avec la dramaturgie du gouvernement sur la dépense.
Et les économistes, vous parliez de Rexecode. Oui, Rexecode a publié une note assez nuancée. Ils reconnaissent que, globalement, le plan va dans la bonne direction, surtout parce qu'il met l'accent sur la production et qu'il évite pour le moment un gros choc fiscal comme après 2008. Ça, c'est noté comme un point positif. D'accord, mais il y a des critiques quand même. Oui, et elles sont importantes. Rexcode pointe un manque de vision à long terme. Il parle d'un angle mort sur le financement de la transition écologique, et puis il y a de vraies inquiétudes pour la compétitivité. C'est-à-dire, sur quel point précisément? 2 points surtout. D'abord, la menace qui pèse sur le crédit d'impôt recherche, le fameux CIR. Ah oui, le CIR. Toucher au CIR, qui coûte cher, c'est vrai, ça pourrait vraiment nuire à l'attractivité de la France pour la R&D. C'est un risque majeur. Ensuite, les hausses d'impôts envisagées sur les hauts revenus, le travail qualifié, ça pourrait rendre plus difficile de garder les talents en France. Des signaux inquiétants pour l'attractivité donc. Exactement. Au final, Rexecode voit ce plan comme une réponse tactique, peut-être nécessaire vu l'urgence, mais qui manque de souffle stratégique. Et c'est ça qui est frappant, cette déconnexion. Le gouvernement a les yeux rivés sur le déficit à court terme, objectif 3% en 2029. Mhm. Et en face, les acteurs économiques, eux, ils pensent productivité, R&D, transition écologique, le long terme, quoi. Le risque, c'est d'appliquer des rustines budgétaires, comme ils disent. L'image est parlante. On colmate les fuites, mais on fragilise la structure. C'est tout à fait ça. Le risque, c'est que ces mesures d'urgence, si elles ne sont pas intégrées dans une vision plus large, finissent par saper la croissance future qu'on essaye de retrouver. C'est paradoxal. Ce décalage nous amène directement à l'innovation. Secteur clé, s'il en est, comment est-il touché? Il y a ce paradoxe dont on parlait, rigueur pour les marchés, mais soutien affiché aux entreprises. Comment ça se traduit concrètement? C'est vraiment le nœud du problème. D'un côté, on a l'annonce de l'année blanche budgétaire pour 2026, un quasi-gel des dépenses de l'État, objectif 7 milliards d'économies sur la tendance naturelle. On parle aussi de supprimer 1000-1500 postes dans des agences. Oui. Et de l'autre, le slogan « En avant la production ». Sauf que la rigueur peut freiner la production. Moins de commandes publiques, moins de soutien R&D, ça crée de l'incertitude, et l'incertitude, ça gèle les investissements privés. Et sur les dispositifs spécifiques pour l'innovation, qu'est-ce qui a été annoncé? Alors, pour France 2030, le grand plan d'investissement, on voit une réorientation assez nette, cap sur l'intelligence artificielle et la cybersécurité. C'est présenté comme un choix stratégique pour la souveraineté technologique. Un pari concentré donc. Oui, un pari fort sur ces deux secteurs, ce qui pose la question de ce qui se passe pour les autres. Santé, transition verte, on concentre les moyens. D'accord. Et les crédits d'impôt? CI, CIR? Alors, le crédit d'impôt innovation, CI, pour les PME surtout. Bonne nouvelle, prolongé jusqu'à fin 2027. Ça donne de la visibilité. Moins bonne nouvelle, le taux passe de 30% à 20%. On gratte des économies, quoi. C'est un compromis très typique. Et le gros morceau, le crédit d'impôt recherche, CIR? Ah, le CIR, là c'est le grand flou. C'est la plus grosse niche fiscale, plus de 7 milliards par an. Le gouvernement dit vouloir chasser les niches fiscales inutiles, donc forcément le CIR est visé. Mais en même temps, on entend des voix dans la majorité dire que la grande masse sera préservée. Des signaux contradictoires. Pas simple pour les entreprises de savoir à quoi s'en tenir. Pas simple du tout. Ça crée une énorme incertitude pour les industriels. Et Rexecode l'a dit. Toucher au CIR, c'est un risque majeur pour l'attractivité. Et pour les soutiens directs, les agences comme la NR, l'ADEME? Il y a une annonce positive. 900 millions d'euros en fonds propres, sans doute via BPI France. Ça, c'est bien. Mais l'ombre de l'année blanche et des coupes dans les agences plane. Est-ce qu'elles auront les moyens de lancer leurs appels à projets, de fonctionner? On ne sait pas trop. D'ailleurs, ces agences sont très discrètes pour l'instant. En position d'attente, sans doute. Pourtant, au milieu de tout ça, il y a eu un signal un peu différent venu du Parlement, non? Sur le budget 2025? Oui, tout à fait. Un amendement a été voté pour rajouter 150 millions pour la recherche et les universités. Le montant n'est pas énorme, mais le signal politique est intéressant. En quoi? Ça montre qu'il y a peut-être un consensus transpartisan qui émerge autour de l'idée de souveraineté par l'innovation. La R&D ne serait plus juste un truc pour la croissance, mais un élément clé de la souveraineté, comme la défense ou l'énergie. La R&D deviendrait une sorte de priorité nationale partagée. C'est un peu l'idée. Le fait que ça vienne de groupes centristes aussi, ça donne du poids. Ça pourrait vouloir dire que l'innovation est en train d'être sanctuarisée, au moins un peu, face aux coupes budgétaires pures et dures.
L'argument de la souveraineté, aujourd'hui, ça parle plus que juste la croissance. Intéressant. Bon, si on résume ce tour d'horizon des réactions, on a une opposition politique assez unie, au moins tactiquement, pour faire tomber le gouvernement. Oui, On a un monde économique qui dit oui au diagnostic, mais non à la seule rigueur, et qui réclame une vraie stratégie pro-croissance, pro-investissement. c'est ça. Et puis, on a le secteur de l'innovation qui est face à des choix stratégiques forts, IA, cyber, mais dans un climat d'incertitude totale sur les financements transversaux, comme le CIR, le CII, les agences. C'est exactement la situation. Et tout ça nous ramène au dilemme fondamental, qui n'est toujours pas résolu. Comment on fait pour concilier l'urgence budgétaire à très court terme, qui est réelle, et le besoin vital d'investir sur le long terme? Le long terme qui conditionne notre avenir, notre souveraineté, notre prospérité. Précisément. Et l'issue de ce dilemme, elle dépend entièrement de l'épreuve de force politique du 8 septembre et de ce que décidera ce Parlement sans majorité claire. L'équilibre est vraiment, vraiment précaire. Et ça ouvre une question plus large, peut-être pour finir notre discussion. Au-delà des chiffres et de la politique politicienne, est-ce que cette crise, cette remise en question, ce n'est pas finalement une occasion? Une occasion de repenser le contrat collectif en France? C'est une vaste question. Oui, le rapport entre l'État, l'économie, les citoyens. Qu'est-ce qui est vraiment prioritaire? Quel effort collectif on est prêt à faire? C'est peut-être ça le sens caché de la formule de Bayrou. Moins de subventions contre plus de liberté, de simplification et de confiance. Est-ce qu'on assiste au début d'une redéfinition de notre pacte national? La question reste ouverte.